Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous ce matin, de retour en Bretagne. J'ai des origines bretonnes, donc je suis toujours très très contente de pouvoir venir en Bretagne. Et j'ai 3 enfants qui sont nés après les années 2000. Donc, ce qu'a dit Michel ce matin m'a aussi touchée, j'imagine comme beaucoup d'entre vous. Ce sont aujourd'hui des adolescents ou de jeunes adultes qui s'interrogent sur l'avenir et sur ce qu'ils vont pouvoir faire. Et donc, moi je suis professeure à Excelia Business School, qui est une école de commerce qui est située à La Rochelle, ça c'est le campus historique, et puis également à Tours, Orléans et Cachan aujourd'hui. Et c'est une école qui a été longtemps, à cause de cet ancrage à La Rochelle, très impliquée sur la transition sociale et écologique avec de nombreux projets avec le territoire. Et dans cette école, j'enseigne à la fois l'éthique et la RSE, mais aussi l'économie circulaire en lien avec le port de La Rochelle et des partenaires locaux pour mettre en place des projets concrets de transition écologique et sociale. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de mes recherches avec le campus de la transition, qui est un campus situé en Seine-et-Marne, que certains d'entre vous connaissent, qui est à la fois un espace de recherche, d'enseignement et d'expérimentation, avec notamment une équipe de recherche qui travaille sur cet indice de capacité relationnelle que je vais présenter ce matin et que l'on construit depuis plusieurs années. Alors, initialement, je devais parler après Olivier Amand et Timothée Paric, puisque ce que je vais vous présenter, c'est plutôt une application assez concrète. Mais pour rebrancher les fils en amont plutôt qu'en aval, peu importe, c'est tout à fait cohérent, à la fois avec cette notion de robustesse, puisqu'on pourrait parler, quand on parle de l'indice de capacité relationnelle, d'un indice de résilience ou de robustesse. On essaye de voir, en fait, de mesurer la qualité des liens, puisque, vous allez le comprendre, on pense que c'est plutôt à travers la qualité des liens sociaux, des capacités relationnelles, qu'on va pouvoir faire face à la transition et accompagner la transition écologique et sociale. Et puis, c'est aussi, d'une certaine manière, un indicateur décroissant au sens où l'idée, c'est de valoriser davantage les liens par rapport à des biens matériels qui peuvent être nécessiter une logique économique extractive qui ne va pas dans le sens de la décroissance. Donc c'est très cohérent. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, attendez. D'accord. Alors, je vais procéder. Alors, par rapport au timing, jusqu'à 10h15, d'accord. 10h05 et ensuite les questions. Parfait. Donc, je vous propose de procéder en 3 temps. Un premier temps où je vais vous donner, en fait, les fondements philosophiques et économiques de cet indice de capacité relationnelle pour que vous compreniez comment, quel est son sens et sur quel concept il se base. Ensuite, je vous montrerai plus précisément, même très précisément en fait, comment on l'a construit, de façon à ce que vous puissiez visualiser et comprendre comment éventuellement ça peut aussi vous être utile, puisque c'est un indice qu'on peut appliquer à de nombreux contextes. Dans un troisième temps, je partagerai, si j'en ai le temps, 2 projets de recherche que l'on a menés récemment, dans les 4 dernières années, l'un sur les écovillages, qui a été financé par le Fonds social européen et par l'ADEME, et puis l'autre sur les tiers-lieux, qui a été financé par l'ADEME et par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui sont 2 projets assez intéressants, puisque l'idée, c'est d'utiliser cet indice pour mesurer comment une structure contribue au lien social, à son échelle, mais surtout à l'échelle de son territoire. Alors, premier temps, qu'est-ce que c'est que l'approche des capacités? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette approche, donc je vais aller assez vite, et puis on gardera 5 minutes de questions-réponses si vous voulez davantage de détails, mais je pense que c'est important parce que capacité, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et quand on parle d'approche des capacités dans notre indice de capacité relationnelle,
on a une idée bien précise de ce que ça signifie. Donc, l'approche des capacités, en fait, c'est fondée sur l'idée d'un fonctionnement, du fonctionnement humain. Alors, en fait, on distingue le fonctionnement de la capacité, puisque le fonctionnement, c'est la capacité effective, mais c'est aussi, et c'est ça qui est peut-être le plus important dans un premier temps, la capacité, ça n'est pas seulement une ressource. Donc l'exemple que donne souvent Amartya Sen, c'est l'exemple du vélo. Il ne suffit pas d'avoir un vélo pour pouvoir effectivement faire du vélo. Et en fait, l'approche des capacités, c'est un cadre conceptuel qui permet de comprendre pourquoi c'est important de travailler sur la notion de capacité plutôt que sur la notion de ressources. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir faire du vélo, il faut évidemment d'abord avoir un vélo, mais ensuite, il y a un certain nombre de facteurs qu'on appelle les facteurs de conversion qui sont nécessaires pour qu'on puisse se déplacer à vélo. Donc il y a évidemment des éléments physiques, il faut être capable physiquement, être suffisamment en forme pour pouvoir monter sur un vélo, mais il y a aussi des éléments, des caractéristiques sociales au sens très très large. Il faut qu'on ait appris à faire du vélo pour pouvoir être capable de monter sur un vélo sans avoir peur de tomber. En France, a priori, j'imagine ici, tout le monde a appris à faire du vélo, mais là j'ai accueilli chez moi il y a quelques mois deux lycéennes qui venaient d'Inde. En fait, aucune d'elles ne savait faire de vélo, et elles auraient bien aimé en faire en fait. Et puis il y a des caractéristiques environnementales. Peut-être que pour relier le campus au centre-ville, il y a des pistes cyclables parfaites ici, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est pas le cas et où vous pouvez pas. Il y a le climat, les infrastructures ne permettent pas de faire de vélo. Donc connaître les ressources en fait matérielles, c'est une première chose, mais les capacités, ça demande aussi d'autres éléments. Et donc j'avance un peu plus vite, mais c'est important de voir que dans cette notion de capacité d'agir, elle nécessite autre chose que des ressources. Et enfin, dernière chose, dans cette approche des capacités, ce qu'on mesure, c'est bien la capacité et pas le fonctionnement. Il ne s'agit pas d'imposer des fonctionnements, de demander à tout le monde absolument de venir à vélo. Je reprends mon exemple pour que ce soit très clair, mais bien que les personnes aient le choix. Donc c'est une approche libérale au sens de centrée sur cette liberté de choix, mais qui permet néanmoins de viser pour tous la possibilité d'accéder à ces fonctionnements que l'on souhaite. Alors maintenant, je vais juste, pour préciser un peu quels sont les représentants de cette approche des capacités dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En fait, il y a deux grandes influences, une influence plutôt économique, Amartya Sen, et puis une influence philosophique, Martha Nussbaum, dont on est parti pour construire l'indice de capacité relationnelle. Donc, pour Amartya Sen, en fait, sa définition, c'est la capacité d'une personne correspond à l'ensemble formé par les différentes réalisations ou fonctionnements qu'elle est en mesure d'atteindre, ensemble dans lequel une personne est à même de choisir sa vie. Donc, derrière tous ces fonctionnements humains, il y a un choix de vie, un choix de ce qu'on veut faire et être dans sa vie, qui permet ensuite de mesurer la qualité de vie. L'approche de Nussbaum est un peu différente, mais elle est tout à fait cohérente et complémentaire. Elle est philosophe et juriste, enfin philosophe du droit et philosophe politique, et donc elle s'intéresse aux capacités comme possibilité de base qu'une société devrait permettre pour que ses citoyens puissent vivre une vie digne. Donc c'est plutôt une approche par les droits humains, qui va être appliquée dans un contexte juridique et politique qu'une approche économique. Mais encore une fois, c'est la même approche, ils ont travaillé ensemble, c'est simplement deux entrées possibles qui permettent de comprendre quels peuvent être aussi les usages de cette approche des capacités, à la fois pour mesurer d'un point de vue économique, mais aussi pour évaluer si des droits sont accessibles ou pas dans une approche plus politique.
Bon, je pense que vu le temps que j'ai, je vais passer ces éléments-là. Si vous voulez noter les références pour aller plus loin, si ça vous intéresse. Voilà, Amartya Sen. Donc l'idée, c'est vraiment l'évaluation du développement humain à partir des capacités. Il est connu notamment pour avoir été l'un des créateurs de l'indice de développement humain. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que cet indice de développement humain s'inscrit en contrepoint d'un autre indice qu'on connaît bien, qui est le produit intérieur brut, et qui, lui, est fondé sur des ressources matérielles, donc des flux économiques qu'on mesure, et à partir desquels on a longtemps considéré qu'on pouvait calculer la qualité de la vie d'un pays à partir du produit intérieur brut. Et ce que dit Amartya Sen, c'est non, en fait, ça suffit pas. Si on suit plutôt une approche des capacités pour traduire le développement humain, le PIB ne correspond pas à la qualité de vie, puisqu'il faut d'autres éléments, par exemple l'éducation, par exemple la santé, pour comprendre à quoi tient, qu'est-ce qui fait la valeur de la qualité de vie. Je pense que vous savez tous qu'un pays qui vient d'affronter une guerre qui est totalement détruite peut avoir, quand on le reconstruit, un PIB excellent, mais pour autant la qualité de vie il sera probablement beaucoup plus faible qu'un autre pays qui n'a pas connu ce type de catastrophe. Alors ce que dit Martha Nussbaum, et j'en viens aux capacités relationnelles, c'est elle a travaillé en fait à partir en fait elle a travaillé avec Sen pour le programme de développement humain des Nations Unies, et notamment à partir d'un terrain empirique en Inde. Elle a travaillé en étudiant un collectif de femmes réunies au sein de la SEVA, qui est un syndicat de femmes auto-entrepreneuses. Alors, c'est pas encore une fois des entrepreneuses de la Startup Nation, hein, c'est plutôt des femmes qui sont dans l'artisanat, dans le petit commerce, et qui sont auto-entrepreneuses et qui souvent n'ont pas accès à toutes les capacités qu'elle a ensuite définies parce qu'elles n'ont pas eu accès à l'éducation, donc elles ne savent pas forcément lire, écrire, compter, parler en anglais. Et ce qu'elle a mis en évidence en étant aux côtés de ces femmes pendant plusieurs mois, c'est que en fait, le développement humain passait par un certain nombre de capacités qu'elle a ensuite définies comme étant centrales au sens où elles doivent être accessibles dans un état juste. Et parmi ces capacités, alors vous les avez un peu plus haut. Ah non, pardon, mince, j'ai fait une bêtise. Ah voilà. Donc il y en a une dizaine qui sont décrites ici. C'est pour Martha Nussbaum, mais ça a été fait par un collectif de chercheurs, des capacités centrales pour accéder à la qualité de vie. Mais ce qu'elle a dit, et c'est ça qui nous a intéressé beaucoup quand on a réfléchi à cette question, c'est que parmi ces capacités, en fait, il y avait notamment une capacité qui était absolument architectonique, qui est la capacité relationnelle. Et en fait, comment est-ce qu'elle l'a identifiée? C'est aux côtés de ces femmes, elle s'est rendue compte que lorsque cette capacité relationnelle, alors je crois que j'ai mis la définition après, attendez, je vérifie, voilà, l'affiliation, la capacité à pouvoir vivre avec d'autres personnes et en relation avec elles, et puis il y a deux composantes, cette capacité à vivre avec d'autres et à être en relation, et puis la deuxième composante, c'est le respect de soi, les bases sociales du respect de soi. En fait, c'est la capacité qui, avec une autre qu'elle appelle la raison pratique, conditionne les autres, traverse les autres. Donc c'est une sorte de capacité socle, et elle a constaté que certaines femmes, à partir du moment où elles pouvaient nouer une amitié, retrouver confiance à travers ce syndicat, pouvaient ensuite, avec beaucoup plus de facilité, se lancer dans une activité, renouer avec leur famille, enfin que ça permettait de débloquer d'autres capacités. Et c'est aussi le constat qu'on a fait dans plusieurs projets de recherche empiriques. Donc voilà pourquoi on a, donc je passe directement à l'indice de capacité relationnelle. En fait, on est parti de cette définition de Martha Nussbaum et de tout son travail empirique pour travailler sur un indicateur qui puisse refléter la qualité relationnelle, la qualité des liens, en faisant l'hypothèse que c'est à partir du moment où cette qualité de lien est
présente qu'on peut accéder à une qualité de vie plus grande. Et dans la première version de l'indicateur de capacité relationnelle, qui a été établi par Gaël Giraud et Cécile Renoir et une équipe de chercheurs en 2013, en fait, il y a 3 dimensions qui permettent de refléter cette qualité relationnelle. C'est d'une part l'intégration dans des réseaux, donc la capacité à être relié à d'autres par des réseaux qui peuvent être des réseaux routiers, des réseaux de transport, mais aussi des réseaux numériques, téléphoniques. Il y a ensuite une deuxième dimension qui est, je vais revenir sur ces 3 dimensions juste après, les relations privées. Et puis enfin, donc les relations privées, c'est la qualité des relations avec les proches. Est-ce que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter? Est-ce que vous pouvez emprunter de l'argent à quelqu'un si vous avez un problème de santé? Est-ce que vous avez la possibilité de... Est-ce qu'il y a un groupe de personnes en qui vous avez suffisamment confiance pour, si vous êtes malade ou si vous avez demandé de l'aide? Voilà. Et la 3e dimension, l'engagement civique, ça correspond à une autre capacité relationnelle qui est la capacité à s'engager à un niveau politique qui permette d'avoir une certaine maîtrise sur son destin. Donc voilà comment, au tout départ, et maintenant je vais rentrer dans la composition et la déclinaison de l'indice de capacité relationnelle, l'indice a été construit. Bon, je ne reviens pas sur la différence par rapport au PIB. Je pense qu'en plus, Timothée Parric va revenir sur la question des nouveaux indicateurs, donc ce sera sans doute revu tout à l'heure. Et donc voilà la première version de l'indice de capacité relationnelle, avec 3 grandes dimensions. Intégration dans les réseaux, relations privées, engagement civique. Et ensuite, le principe de cet indice, c'est que pour chacune de ces dimensions, vous avez un certain nombre de variables qui permettent de les décliner de façon qualitative, et puis ensuite un seuil de privation. Alors ça, je suis passée un peu vite tout à l'heure. C'est aussi un des concepts qui a été précisé par Martha Nussbaum. En fait, la question qui se pose quand on parle de capacité, c'est à partir de quand on considère qu'une personne a accès à la capacité. Alors, ça peut être un seuil de ressources, ça peut être un seuil objectivable, mais il faut pouvoir définir un seuil à partir du moment où vous avez accès et un seuil en dessous duquel vous êtes privé. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on est dans une logique de mesure et donc il faut pouvoir dire si oui ou non vous avez accès à la capacité pour ensuite pouvoir calculer notre indice. Donc ça, c'est exactement la même logique que pour l'indice de développement humain. L'idée d'Amartya Sen, lorsqu'il a proposé cet indice de développement humain, c'était de dire, en fait, le qualitatif au sens d'une description de la qualité de vie en tenant compte de la santé, de l'éducation, du climat, des relations sociales ne suffit pas, parce qu'à chaque fois, en général, quand on lit un rapport, on regarde le chiffre. Donc il nous faut un chiffre, mais un chiffre qui corresponde à une autre réalité qualitative. Et nous, on a exactement suivi cette logique-là. C'est-à-dire qu'on est assez convaincu que notre indice, il est intéressant, mais il est surtout intéressant par tous les éléments qualitatifs que l'on collecte et que l'on restitue lorsqu'on fait une démarche d'évaluation. Mais néanmoins, on sait qu'en général, les personnes avec qui on travaille, que ce soit l'État, des collectivités territoriales, des entreprises ou des bailleurs pour des projets sociaux, nous demandent des chiffres. Et donc c'est pour ça qu'on cherche absolument à définir un indice qui puisse être quantifié, même s'il est quantifié à partir d'éléments qualitatifs, objectivables. Voilà, donc je vois que l'heure tourne, donc j'avance. Je vais pas vous donner... Là, j'ai plusieurs déclinaisons de l'indice. En fait, ça fait une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, qu'on travaille sur ce sujet. Donc, il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits. Je vais juste les illustrer, mais je passe très rapidement. Ça a été fait pour... travailler sur des projets de RSE de Danone en Indonésie pour mesurer la qualité de vie suite à la mise en place de programmes sociaux de chiffonniers. Ça a été utilisé dans une logique assez proche de l'IDH pour comparer des pays. Ça a été fait pour calculer un indice de qualité de vie sur un territoire. Et puis moi, j'ai travaillé il y a quelques années pour un fonds d'investissement responsable pour calculer, là encore,
l'impact d'entreprise sur le lien social. Donc à chaque fois, en fait, on a la même logique, c'est-à-dire que vous avez toujours des dimensions fortes qui sont celles qu'on veut évaluer, qui sont toujours des dimensions relationnelles, mais en fonction du contexte, les variables et les seuils sont différents. Donc pour parler d'organisation ou d'entreprise, par exemple, quand on regarde la qualité des liens avec les proches, c'est pas les proches de la famille comme on l'a fait au départ. Pour la première version de l'indice, c'était pour calculer l'impact de l'installation d'une entreprise vis-à-vis de communautés locales. Donc là, c'était très important de regarder le lien social à l'échelle privée. Quand on regarde une entreprise, on va regarder plutôt les relations avec les parties prenantes. Comment est-ce qu'on mesure la qualité des relations avec les sous-traitants, par exemple? On peut le regarder de façon objective à travers le respect des délais de paiement. Est-ce qu'on est-ce qu'on respecte les délais de paiement et où est-ce qu'on met nos fournisseurs en danger parce qu'on les paye à 3 mois au lieu de les payer à 1 mois? C'est ce genre de critères. En fait, on peut à chaque fois trouver des critères qui correspondent à ce qu'on veut saisir, mais qui se traduisent de façon un peu différente en fonction du contexte. Si on parle d'une université, la relation avec les parties prenantes, ça va être avec les étudiants, les familles des étudiants, les enseignants, le personnel. Ce sera pas les mêmes critères. De la même façon, vos relations avec le territoire, elle a un visage différent en fonction du territoire où vous êtes situé. Ça y est, c'est terminé là. Je peux prendre encore 2 minutes pour d'accord. Alors, projet récent. Donc, en fait, on a eu la chance d'être... on a été... donc, on a fait une première étude, en fait, qui est publique. Si ça vous intéresse de jeter un œil, le rapport est sur le site de l'ADEME. Donc, en fait, on a été... Pour ce projet-là, c'est le campus de la transition qui avait travaillé déjà avec la coopérative Oasis sur une formation commune autour de la transition sociale et écologique. Et il se trouve qu'il y avait quand même des liens entre les recherches que l'on menait depuis plusieurs années sur ces capacités relationnelles et la volonté de la coopérative Oasis, qui est une coopérative associant un peu plus de 1000 éco-villages en France, qui souhaitait arriver à mesurer ces effets sur le lien social sur ces territoires, sur les territoires autour des oasis. En fait, ils avaient déjà une bonne vision de leur impact carbone. Ils savaient qu'ils avaient un bilan carbone qui était à peu près... ils consommaient à peu près 2 fois moins de carbone que les Français en moyenne. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais ils savaient aussi qu'il y avait des effets sociaux de leur mode de vie et de leur mode d'action. Et c'est ça qu'ils voulaient arriver à évaluer. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait un projet de recherche avec une dizaine d'éco-villages donc c'est une équipe à chaque fois qui associe plusieurs disciplines. Moi, je suis plutôt ancrée en philosophie. Cécile Renoir, qui est présidente du campus de la transition, est également philosophe. Et puis Hélène Lhuillet est économiste statisticienne. Fanny Argou est doctorante en gestion. Pierre-Jean Cotalorda est économiste. Et Juliette Rénal était à l'époque stagiaire et nous a prêté main forte sur le projet. Et donc c'est important parce qu'on a c'est vraiment une approche mixte avec à la fois des éléments très qualitatifs et puis aussi des éléments plus quantitatifs et statistiques. Donc voilà l'exemple du RCI comme on l'a construit pour les écolieux. Avec alors la 5 dimensions, parce qu'en fait on s'est rendu compte que au-delà de la dimension qualité des relations avec les proches et l'engagement civique, il y avait aussi un point important qui était le rapport à soi et la manière dont le rapport à soi pouvait se décliner ensuite en engagement écologique. Et puis on a regardé aussi de plus près la qualité du rapport à l'environnement, au vivant et au milieu de vie en général. Voilà, je pense que je voudrais quand même garder un petit temps pour les questions. Donc, je vais juste vous présenter l'autre rapport qu'on a mené récemment sur les écolieux, sur les tiers-lieux. Donc, c'est
cette deuxième étude, elle portait sur la qualité de la contribution des tiers-lieux ruraux au lien social, des tiers-lieux qui étaient situés toujours près de villes de moins de 20 000 habitants. Et l'objectif, c'était de montrer comment ce type de structure peut avoir un effet sur la qualité des liens à l'échelle d'un territoire. Donc c'est à la fois la qualité des liens sociaux, c'est des projets avec les collectivités, avec des structures sociales. Et dans le cadre de ce projet, parmi les terrains, on a eu la chance d'aller à Maison Glase, qui est un tiers-lieu qui est donc au bout de la presqu'île de Gavre, que vous connaissez certainement, qui est donc vraiment intéressant à observer dans ce cadre, puisque c'est un tiers-lieu plutôt maritime que rural, mais qui correspond bien à cette idée que à travers une structure qui a l'air d'être qui a toute petite échelle, en fait, on peut observer des leviers sur la transition sociale, puisqu'il y a beaucoup de projets intergénérationnels qui permettent de renouveler aussi le lien social à l'échelle locale et plus que locale, puisque c'est aussi un lieu qui accueille des formations, des formations également un peu entrepreneuriales pour créer d'autres tiers-lieux, qui fait venir aussi beaucoup d'entreprises. Donc il y a un effet d'essaimage au-delà du territoire de Gavre. Et puis c'est aussi un lieu, un laboratoire de la transition sociale et écologique, au sens plus écologique, puisque c'est une zone qui risque d'être submergée, et qui, en lien avec des associations locales comme Objectif Dune et d'autres associations, ils ne font pas ça tout seuls, ils travaillent beaucoup en partenariat, et peut-être d'ailleurs en partenariat avec vous. En tout cas, ils travaillent avec l'Université de Lorient sur des projets de transition écologique. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour pouvoir vous laisser poser quelques questions. Et de toute façon, cette étude, elle est toujours en cours, en fait. Donc ça, c'est juste les mots qui sont ressortis de nos enquêtes qualitatives à Maison Glase. Et je pense que je termine là-dessus. Oui, voilà. Et on présentera l'étude au Sénat début juillet. Donc l'étude n'est pas complètement achevée, donc je ne vous donne pas les résultats, mais si vous êtes curieux, vous aurez, je pense que ce qu'on dira au Sénat début juillet sera retransmis, et l'étude sera publique et donc accessible sur le site de l'ANCT, probablement aussi à partir de début juillet. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Alors, dans le cadre de cette convention de l'université en transition, comment ces indicateurs peuvent-ils... Quel lien vous faites entre cette présentation et le travail qu'on fait, nous, aujourd'hui? Donc, c'est le moment de poser des questions. Moi, j'en ai une assez peut-être un peu évidente, mais puisque cet indicateur de capacité relationnelle, vous l'avez... Oui, réponds. Il y a notamment une réflexion en cours sur, parce que c'est assez proche comme sur la comptabilité CARE. Donc concevoir une comptabilité qui soit plutôt dans un sens de préservation du capital naturel et du capital humain. Et en fait, dans le cadre de cette réflexion, on s'est dit qu'on pouvait sans doute intégrer les apports de l'indicateur de capacité relationnelle pour traduire la préservation du capital humain. Mais c'est un projet qui est en cours, donc je ne peux pas encore montrer
des seuils ou des résultats, mais c'est pas, enfin, à mon avis, c'est pas très difficile à faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci Cécile. D'autres questions? Quel bénéfice, toi, tu verrais, Cécile, à appliquer justement cet indicateur au sein d'une université, par exemple? En fait, ce qui est intéressant dans l'indicateur, c'est autant la manière dont ça permet de mettre en évidence des ressources, à la fois des facteurs de développement de la qualité du lien social, qu'on n'a pas forcément identifié en amont, même si on les connaît en fait. Mais le fait d'essayer de mesurer, ça permet à la fois de mettre en évidence les atouts d'une université en matière de création de liens sociaux, de liens entre les générations. Enfin, ça peut se prendre. En fait, le lien social, c'est vraiment très très large. Hein. C'est à la fois le lien entre des métiers différents, c'est le lien entre des générations différentes, c'est le lien entre des mondes différents. Et donc, mettre en évidence à la fois les relations que l'université contribue à préserver, à développer, à créer, et aussi peut-être, parce que c'est ce qu'on voit dans toutes les organisations, des zones de fragilité qui peuvent être... là, on l'a vu beaucoup pour les tiers-lieux. Il y a souvent une polarité forte dans les territoires, notamment quand ce sont des lieux qui sont investis par des personnes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas forcément les mêmes parcours, qui ne sont pas forcément ancrés depuis longtemps. Donc, au départ, ça peut créer des frottements, des conflits. Et le fait de réfléchir à comment est-ce qu'on évalue le lien, la qualité du lien, face à ce type de situation un peu de conflit, voire de rupture, ça permet aussi de mettre en place des actions qui permettent d'anticiper, voire de préserver mieux qu'on aurait fait sans la mémoire, des ressources culturelles, des nouvelles manières aussi de faire. Là, je pense toujours au tiers-lieu parce que je suis dans ce sujet-là, mais je pense que c'est pas très, très éloigné non plus de ce qu'on peut imaginer en termes de savoir-faire à l'université, qui sont pas forcément mis en évidence quand on regarde simplement alors je sais pas si les résultats ou les recettes d'un point de vue strictement comptable, ou même le nombre d'étudiants qui passent ici. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut valoriser davantage lorsqu'on met la focale sur la dimension sociale dans ses composantes, encore une fois, larges, intergénérationnelles, culturelles, socio-économiques, etc., etc. Allez, une dernière question, c'est le moment. Pour vous, la fréquence d'évaluation de cet indicateur, parce que c'est quand même relativement récent, quelle est votre préconisation sur la photographie, l'évaluation et du coup la progression de cet indicateur? Quelle est la fréquence merci beaucoup idéale pour cette question, parce que je n'ai pas du tout parlé de ça et c'est très important. En fait, pour l'instant, c'est un indicateur qu'on a établi avec une équipe de recherche. Donc là, je vais vous parler de la fréquence quand on le met en place actuellement. Mais c'est pas. Enfin, après, je parlerai de la manière dont on peut aussi le faire sans les chercheurs, de façon directe et appropriable, parce que c'est notre enjeu du moment. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est que là, c'est des projets de recherche qui durent à peu près 2 ans, pour les 2 dont j'ai parlé, et on fait un premier test sur 1, 2, 3, enfin, en général, c'est plutôt 3 lieux, un peu, ou ça peut être 3 services, mais pour avoir des éléments qui soient vraiment contextualisés, qui correspondent bien à l'activité, au métier, et à la mission du lieu qu'on va regarder, et inscrire vraiment la qualité du lien social dans son contexte. Et puis, donc, ça nous permet d'avoir une première version de l'indicateur avec les composantes, les seuils, et de tester. Et ensuite, on fait
on fait un premier test et on peut le refaire. Après, ça dépend de ce que vous souhaitez, mais ça peut être 3 ans après, ça peut être 1 an après, c'est peut-être un peu court. Voilà, là encore, c'est à contextualiser en fonction de la mission et des évolutions que vous voulez observer. Mais ce qu'on souhaiterait faire, et c'est un peu ce qu'on a commencé à tester là avec plusieurs lieux, c'est pouvoir faire en sorte que parce qu'on a un questionnaire Quanti en fait qui se remplit en 10 minutes à peu près, et on l'a fait remplir par des équipes sans être allé sur place pour voir si c'était possible, et on a eu des résultats assez concluants. Donc là, l'enjeu, c'est de pouvoir encore une fois permettre une appropriation. Et c'est aussi pour ça que je viens ici, c'est pour ça que je vous remercie de votre question, puisque notre enjeu, c'est de, encore une fois, valoriser le lien et trouver des moyens de démontrer que ça a beaucoup de valeur. Et le faire en tant que chercheur, c'est bien, mais si on arrive à faire un indice de capacité relationnelle qui ensuite soit approprié par des collectifs, que ce soit des tiers-lieux, des entreprises ou des universités, sans nous, c'est encore mieux. Parce que ça permet de montrer que ça devient un outil de réflexion. Et c'est plutôt un outil, pour moi, de mise en lumière du lien, de réflexion sur ce sujet, que d'évaluation. Parce que ça n'a pas vraiment de sens, en fait. C'est pas d'évaluation au sens de contrôle, c'est pas du tout l'objet. C'est plutôt arriver à mettre en lumière des choses qui sinon sont complètement sous le radar et qu'on risque de détruire sans s'en apercevoir. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci. Est-ce qu'il y a une dernière question brûlante? C'est bon. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, Cécile.